Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce Zoom quartier sur la place de la Libération et les rues avoisinantes. Nous sommes à Troyes. Canal 32 a posé son plateau ici sur un lieu magique. Merci au passage à la ville de Troyes et merci au soleil et au vent qui se sont invités ce soir pour cette émission réalisée donc au cœur de la place de la Libération. On l'a vu dans une première partie, cette place et le quartier dans son ensemble, vous l'avez constaté vous aussi. Si vous êtes passé dans le secteur, ont su résister aux assauts du temps. Ils se sont transformés depuis l'achèvement des travaux. Il y a un an, cette place est redevenue un lieu prisé. Alors autour de cette table, 4 invités qui connaissent parfaitement ce lieu, qui en sont passionnés. Tout d'abord Jean-Pierre Géjaco, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint des services de la mairie de Troyes. Vous nous direz dans quelques temps la genèse de cette requalification, de cette rénovation de la place. À côté de vous, Philippe Riffolon-Guépé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de mission archéologie à la ville de Troyes, chargé de mettre en valeur le patrimoine de la ville. Et puis en face de vous, un amoureux de la ville de Troyes, un passionné attentif au regard acéré. Pascal Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de la SAT, Sauvegarde et Avenir de Troyes, entre autres. À côté de vous également, quelqu'un qui connaît bien la place, mais je dirais en dessous, sous nos pieds, puisque Éric Bure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé de l'exploitation du parking cathédrale, le parking de la place de la Libération. Et vous nous direz combien de places dans ce parking, quelle en est sa spécificité, son originalité. On en reparlera dans quelques instants. Alors, mais d'abord avec vous, Jean-Pierre Géjaco, j'allais dire, qui a eu cette idée folle un jour, non pas d'inventer l'école, mais de rénover totalement cette place de la Libération il y a 5-6 ans, peut-être plus encore? La rénovation de cette place faisait partie d'un projet global qui partait de la plage Jean Jaurès, la Bourse du Travail, jusqu'à l'est de la ville de Troyes. Et donc ici, on est à l'articulation de tout cela entre le corps et la tête du bouchon de Champagne. Donc ça a été un peu la finalité d'un projet global. C'était bien en amont, c'était prévu d'y intervenir. Une manière de requalifier complètement, comme on dit, cette zone urbaine. De requalifier complètement, et puis aussi c'était quand même une zone où il y avait énormément de stationnement, puisqu'on avait pratiquement 150 places de stationnement. Ici là où nous sommes. Ici là où nous sommes, autour du sur les 2200 mètres carrés qui sont là. Voilà, autour du square. Et donc l'idée aussi dans le cadre d'une politique globale de stationnement, c'était de construire un parking, puisque globalement sur le corps du bouchon de Champagne, il y avait un côté où il n'y avait pas de stationnement, et on a créé ce parking et donc requalifié tout l'espace public pour donner de l'espace aux piétons. Alors c'est vrai qu'on va le voir, ce parking a été un élément moteur de la place. Parmi les décideurs, parmi les gens qui ont pensé cette place, qui ont accompagné ce travail, il y a un élu de la ville, Dominique Boisseau, qui a pris en main le dossier avec passion. Il n'a pas pu être ce soir autour de cette table pour ce plateau, mais Damien Ardois l'a rencontré. Il revient sur la genèse de la requalification de cette place de la Libération. Reportage. Il y a eu la révolte des vignerons au début des années 1910 qui était assez violente devant la préfecture. Et quelque part, le square est né d'une volonté de ne pas laisser des espaces aussi importants libres qui pouvaient être sujets à émeutes ou des choses comme ça. La formule, c'est réactualiser le passé en l'adaptant à la modernité. La modernité, c'est d'avoir créé cet espace qui aujourd'hui est 4 fois plus important que ce qu'il l'était précédemment. C'est d'avoir utilisé l'espace pour enterrer les voitures avec le parking souterrain qui est en dessous de la place. En point d'orgue, c'est la statue qui est derrière moi. Cette statue du sculpteur d'origine de Vendœuvre-aux-Boises, donc, qui s'appelait Suchetet et qui a donc fait cette statue qui s'appelle le Rap et qui appartient au patrimoine troyen. Donc l'idée, c'était pas de déplacer la statue pour la mettre ailleurs, c'est de garder en mémoire le précédent aménagement avec notamment cette statue. On a un espace central qui est un cheminement et puis après une partie qui est plutôt un jardin sur des arbustifs avec des rosiers, des amélanchiers, et puis la partie qui est le long de la préfecture avec de l'engazonnement mais aussi des arbres à haute tige. L'eau est un élément important. Dans les fouilles archéologiques, il y a des choses qui ont été révélées qui étaient intéressantes. Un bras de Seine qui passait à cet endroit-là, qui était un bras de Seine actif, vivant, et qui petit à petit s'est bouché pour des raisons qu'on ne connaît pas. Donc à cet endroit-là, s'est développé petit à petit un marais compte tenu du bouchement de ce bras de Seine.
Et donc c'est réévoquer quelque part l'eau, puisque à l'origine, à cet endroit-là, il y avait la Seine qui coulait. La satisfaction, c'est quand on se promène et qu'on voit comment l'espace est occupé avec les bancs, les gens qui se posent à cet endroit-là, que ce soit dans la journée entre midi et 2 heures, etc. On voit que la place est très fréquentée. Globalement, on voit bien que les Troyens ont adhéré à ce projet. Les Troyens ont en effet adhéré à ce projet. C'est vrai qu'elle est belle cette place, Philippe Riffaut. Vous êtes chargé de la mise en valeur de ce patrimoine. Est-ce qu'on peut dire que c'est un retour aux sources pour cette place de la Libération finalement, par rapport à son passé? Mais écoutez, il y a pas mal de choses effectivement, comme le rappelle Dominique Boisseau, qui évoque l'histoire des lieux, l'histoire de l'homme, mais avant l'homme, la nature, notamment un bras de Seine qui s'y trouvait et que l'on retrouve évoqué dans l'aménagement de cet espace, oui. C'est vrai que la présence de verre a été importante, a été une composante essentielle de la requalification. Hein. Le verre. Le verre, les arbres, il y a des essences d'arbres différentes. Jean-Pierre Géjaco, c'est vrai que ça a été pensé comme ça pour redonner une place importante à la nature finalement. Tout à fait, parce qu'on est quand même dans une trame médiévale sur l'ensemble du bouchon de Champagne. Et bien sûr, c'était quand même l'endroit où il fallait apporter du végétal, un paysage important, tout en gardant des perspectives sur tout le patrimoine que l'on a autour. Et il fallait qu'il y ait du verre, effectivement. Donc une sorte de bol d'air, un besoin de place. Évidemment, il a fallu enlever des places de parking, vous l'avez dit tout à l'heure. Un besoin aussi de retrouver, je crois, de l'air sur ce lieu. Il a fallu faire donc des fouilles préventives pour construire ce parking. On va y venir dans quelques instants. Est-ce que les fouilles ont ralenti un peu tout ce projet, Philippe Riffaut? Vous allez peut-être nous dire que non, mais en termes de temps, peut-être que si quand même. Écoutez, oui, effectivement, je vous réponds non. Parce qu'aujourd'hui, l'archéologie préventive s'inscrit en amont des projets d'aménagement. Elle est inscrite dans la loi et tous les aménageurs savent que si ils affectent le sous-sol et que ce sous-sol recèle des vestiges archéologiques, il y aura nécessairement une opération en amont du projet d'aménagement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. En tout cas, ce parking, il a pu être créé. On y vient. Éric Bure, un parking original. Mais d'abord, quelques chiffres pour en parler, pour vous dire son aspect titanesque. 12 000 m² de surface totale, vous me dites si je me trompe. Hein. 3 ans et demi de travaux, dont 16 mois pour les fouilles archéologiques, ça on l'a vu. 50 000 m3, je ne sais pas si on se représente ce que ça fait, mais 50 000 m3 de terre enlevée, dégagée d'un trou de 25 mètres de profondeur ici. 50 mètres de large pour le trou, c'était colossal. Tous ceux qui ont côtoyé ce lieu pendant le chantier s'en souviennent. 10 000 m3 de béton, etc., etc. Ce parking, il a plusieurs originalités. Je vous propose d'en parler dans quelques instants, mais avant, regardez ces images. Elles sont plutôt étonnantes, originales. 3 ans et demi de travaux, résumés en 1 minute et 10 secondes. On regarde. Voilà, et nous sommes en 2010, au printemps, mai 2010, et c'est fini. Image réalisée avec la complicité d'Okenit Animation. Éric Bure, ce parking de 460 places, inauguré en 2007, il a coûté près de 15 millions d'euros. Est-ce qu'il a trouvé sa place aujourd'hui? Absolument, il est en permanente évolution en termes de fréquentation, ce qui est tout à fait confortable pour les objectifs qu'on s'était fixés et qui ne cesse donc d'augmenter au jour le jour. Il a une originalité, hein, il faut le dire. C'est pas un parking comme les autres. Alors, qu'est-ce qui fait sa spécificité de ce parking qui est sous nos pieds? Alors, ce parking a été inspiré du concept de Lyon Parc Auto,
le parking Célestin en l'occurrence. Son originalité, donc, c'est sa formation hélicoïdale à travers 7 niveaux. Et la présence aussi, très surprenant. Et effectivement, la présence d'un puits de lumière de 25 mètres de profondeur, couvert d'une cage en verre, donc d'une verrière en l'occurrence, qui permet de procurer une lumière très importante afin d'éclairer des vitraux qui ornent des ogives. L'ogive étant l'élément, on va dire, principal de l'art gothique. Et d'ailleurs, pour préparer cette émission, vous avez appris comme moi quelque chose, c'est que ces vitraux ne sont pas anodins, il n'y a pas des couleurs anodines. Pascal Thomas le sait, lui. Hein. C'est les couleurs de... Alors les 4 couleurs représentent en fait l'école troyenne du vitrail, à travers donc une déclinaison de rouge, de jaune, de vert et de bleu, qui représente, là aussi je l'ai appris, les 4 points cardinaux, de par leur situation. Et ces vitraux, donc éclairés par le puits de lumière, sont de taille importante au premier niveau, et plus on descend, plus la taille est réduite. Pascal Thomas, on va revenir au parking, mais quand vous avez vu ce projet, en tant qu'observateur et amoureux de la ville, assez original, je dois dire. Qu'est-ce que vous en avez pensé, ce parking avec des vitraux? Du parking sous nous, là, sous nos pieds. D'abord, il répondait à une attente en termes de besoin de stationnement récupérer en les places, centre-ville, récupérer ouais. les places et augmenter le nombre de places disponibles. Et en plus, effectivement, l'originalité du parking et puis la présence du vitrail, d'un certain nombre d'éléments comme ça qui rappellent l'histoire de la ville, était un élément intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, ce parking, il fait une sorte d'école, c'est une sorte de modèle? Je sais qu'on est venu de très loin pour le voir, ce parking. Il y a la musique classique, ces vitraux. Est-ce que ça fait un peu école? Absolument, on a eu beaucoup de reportages dans la presse et sur tous les médias, mais compte tenu que Troyes est une ville où on a quand même une fréquentation de gens l'été qui viennent de pays différents, c'est colporté effectivement dans les autres pays. C'est une richesse effectivement d'avoir un tel parking, un tel concept. Aujourd'hui, donc les Troyens se le sont appropriés. Absolument. À peu près. Pascal Thomas, vous confirmez, ça y est, maintenant ce parking s'est rentré dans les mœurs, on s'en sert? Je pense qu'effectivement les Troyens l'utilisent et que ça restera non seulement un parking mais également un élément d'architecture contemporaine. On a avec le parking une œuvre du XXe siècle. On n'en a pas beaucoup à Troyes et celle-là restera... C'est le bon mélange du passé, de la modernité, c'est un bon mélange, bon équilibre. C'est un parking qui allie quand même l'esthétisme à l'aspect pratique. Alors, est-ce que, on a parlé donc du parking, est-ce que les rues du quartier, Pascal Thomas, ont aussi subi une cure de jouvence? Est-ce que leur rénovation fait aussi partie de tout ce qui est autour de nous? Est-ce qu'elles ont suivi, selon vous, le mouvement? Est-ce que finalement, ce parking a été le tremplin pour rénover tout ce qui est autour? Est-ce que ça a pris une bonne pente, si je puis dire? Plutôt qu'un tremplin, c'est plutôt un aboutissement, puisque que ce soit la rue Émile Zola ou la place autour de la basilique, ont été requalifiés en amont et qu'on arrive aujourd'hui sur cette place. Maintenant, il faut imaginer un certain nombre de perspectives, et notamment en poursuivant sur la place du Préau. Et puis que cette place devienne véritablement une liaison entre la tête et le corps du bouchon de Champagne. Donc aller jusqu'au bout de la logique. Jean-Pierre Géjacou, est-ce que la ville a d'ores et déjà un plan, une stratégie pour avancer dans cette rénovation, aller au-delà du quartier où nous sommes et aller vers la tête, aller encore rénover d'autres maisons? D'ailleurs, c'est encore en cours, il y a encore des maisons qui se rénovent. Est-ce qu'il y a un plan qui est en marche? Comme le disait Pascal Thomas, effectivement, l'idée c'était de relier la tête au corps, et on voit qu'il y a encore aujourd'hui des éléments perturbateurs pour relier tout cela. Donc la volonté, effectivement, c'est de continuer cette logique, puisque aujourd'hui on a un campus, le campus des Comtes de Champagne, qui est opérationnel, donc de nombreux flux étudiants entre le corps et la tête, et bien sûr il faut faciliter ces cheminements. Philippe Riffaut-Longuepée, il y a pas mal de maisons autour de nous, dans les rues adjacentes, qui se sont transformées. On a l'impression que cette rénovation de la place a été le début quand même de pas mal de rénovations. Ça doit vous réjouir quand même de voir toutes ces belles maisons qui étaient encore noires il y a quelques années devenir aussi belles que tout simplement le bâtiment qui est derrière vous ou à côté de moi dans les rues adjacentes. Bien sûr. Ici comme ailleurs d'ailleurs, tout le centre-ville.
le même phénomène. Hein. Moi, je ne suis pas spécialiste particulièrement de l'OPAH et de la rénovation des Mais en tout cas, des ça maisons apporte anciennes, mais clairement une plus-value. absolument, c'est évident. Alors, à la limite, là, je ne le dis pas en tant que spécialiste, je le dis en tant que Troyen. Comme Troyen, tout simplement. Ouais. C'est vraiment important que les gens suivent le mouvement. L'idée aussi, c'était effectivement de toucher, de mettre en valeur le patrimoine, mais le patrimoine bâti et les espaces publics, parce que c'est un tout, surtout dans un centre historique. L'espace public, c'est ce qui reste, ce qu'il y a autour du bâti, et il fallait qu'il y ait un accompagnement, parce que faire l'un sans l'autre, ça n'a pas forcément de logique. Donc c'est vraiment un projet global. Pascal Thomas. Il est évident que la requalification des espaces publics incite les propriétaires privés à restaurer leur propre patrimoine. Vous-même, vous les encouragez avec l'association Sauvegarde des Biens de Troyes On les encourage, oui, on les aide à définir éventuellement leurs projets, on les incite à le faire, c'est un petit peu notre mission. En tout cas, il y a aussi des bâtiments qui sont inconnus du grand public, peut-être autour de cette place. Et c'est tout simplement à quelques dizaines de mètres de nous, de ce plateau. C'est la préfecture. La préfecture, ce bâtiment qui n'était pas forcément la préfecture il y a quelques dizaines d'années, mais qui appartient d'ailleurs au Conseil général, on ne le sait pas toujours. C'est un bâtiment qui regarde cette place changer au cours des ans, sans broncher. Elle jouxte l'actuel Conseil général. Et donc je vous propose une visite maintenant, une visite du côté coulisses de l'intérieur de la préfecture. C'est un reportage signé Aurélie Junier. Bienvenue à la préfecture de l'Aube. Il a une position, il a une architecture, il a une histoire. Ça symbolise la richesse du patrimoine au bois. C'est un bâtiment prestigieux. C'est un bâtiment qui est emblématique dans Troyes et que les Troyens sont aussi attachés à l'image de la préfecture. Initialement, sur la place de la Libération et sur les anciens bâtiments préfecture et conseil général, se trouvait une abbaye de femmes, l'abbaye Notre-Dame aux Nonains. Une vingtaine d'années avant la Révolution française, en 1778, le roi autorise la reconstruction de l'abbaye, cette fois en pierre. Donc les bâtiments prennent l'apparence, à peu de choses près, de ce qu'on connaît aujourd'hui. La préfecture est installée dans des bâtiments qui n'appartiennent pas à l'État, qui appartiennent au Conseil général, et donc pour lequel l'État, en compensation, effectue les travaux d'entretien. Aujourd'hui, dans notre parc, nous avons un petit peu d'animation puisque nous avons des plantations qui sont en train de s'opérer. C'est notre jardinier qui œuvre, aidé par l'un de ses collègues. Et nous avons également la taille de la vigne vierge au mur, chose importante qui est faite chaque année pour faire une belle façade. Oui, bonjour, voilà, vous rentrez dans les cuisines de la préfecture. C'est moi qui cuisine tous les jours, oui, qui m'occupe des différentes sortes de réceptions, petit déjeuner, dîner, déjeuner, enfin toutes sortes de manifestations, cocktails et autres. On a fait une fois un repas de ministres, de présidents, tout, un repas d'environ 150-160 couverts. Et je me souviens ce jour-là d'avoir renversé toute la gamelle de sauce et tout, il a fait tout refaire au dernier moment. Donc c'est des anecdotes où, oui, on se rappelle. C'est bien sûr agréable, faut pas le nier, mais je fais remarquer que c'est aussi une forte contrainte. On passe de sa chambre à coucher à son bureau sans transition et qu'on est bien souvent tenté d'être à son bureau assez tardivement pour régler toujours un problème. Il n'y a pas de vraie coupure entre la vie privée et la vie professionnelle. Le sourire du lion et on salue le préfet s'il est à son bureau, s'il nous regarde en ce moment du haut de sa fenêtre. Le préfet Christian Rouillet qui va d'ailleurs quitter la préfecture dans quelques jours. Et en tout cas, cette préfecture et ces bâtiments alentours, ils ont su vivre avec cette rénovation. Jean-Pierre Géjaco, Pascal Thomas, vous avez vu récemment une exposition sur les grilles de la préfecture. C'est intéressant ça, que tout le monde joue le jeu aussi sous l'aspect culturel, Pascal Thomas, hein, que les gens finalement vivent avec cette belle place.
Oui, effectivement. Et puis l'idée de cette exposition était intéressante de la faire vivre avec un élément culturel, avec en plus des acteurs du patrimoine vivant qui étaient intéressants. Et par rapport à cette place, par rapport à la ville, par rapport à la préfecture, c'était effectivement une excellente initiative. Est-ce qu'on peut dire que cette place devient finalement un nouveau lieu peut-être culturel, peut devenir un nouveau lieu culturel pour la ville? Un lieu de vie déjà, donc quelque part un lieu culturel sûrement. Il y a aussi l'exposition, le spectacle Ville en lumière que la ville de Troyes programme chaque été. Il a encore lieu cette année, Jean-Pierre Géjaco. Il a connu un succès incontestable, je crois que c'était 23 000 spectateurs par été. C'est des choses qu'il faudrait continuer, Pascal Thomas, selon vous, à proposer, peut-être en faire davantage, pourquoi pas? Je crois qu'effectivement la ville a mené une politique de valorisation avec un certain nombre de labels ou d'obtention d'un certain nombre de labels qui en termes de communication sont intéressants. Et maintenant il faut participer et faire vivre l'ensemble du patrimoine, l'ensemble du cœur de ville. Donc toutes ces animations sont intéressantes et importantes en la matière. Vous pensez que la ville a d'autres projets, va continuer encore à faire venir des artistes, pourquoi pas, ou à faire vivre cette place de la Libération, Jean-Pierre Géjaco? Je pense qu'effectivement, comme disait Pascal Thomas, la ville est aujourd'hui ville d'art et d'histoire, donc forcément il faut qu'il y ait une animation du patrimoine. Après, il y a des possibilités, il y a des choix à faire pour animer, pour peut-être aussi se renouveler dans certains domaines, pour innover un petit peu en matière de réflexion sur le patrimoine et d'animation. On va se tourner vers l'avenir parce que cette place, elle n'est pas terminée, ou du moins ses abords vont encore subir un chantier très important que chacun va surveiller avec une attention particulière. Bien sûr, c'est l'extension du Conseil général de l'hôtel de département, un chantier qui est juste à côté de l'actuel Conseil général que vous voyez à l'image. Les fouilles ont commencé, je crois que c'était mi-mars. Le projet devrait être livré en 2012, Pascal Thomas. L'extension du Conseil général, est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous êtes particulièrement attentif en termes de patrimoine? C'est un dossier particulièrement sensible, effectivement, compte tenu de l'importance de cet équipement public. Donc on a été consulté, il y a eu un certain nombre de projets, il y a eu un certain nombre de modifications. Aujourd'hui, le projet qui est présenté est plutôt satisfaisant, il respecte, je crois, la volumétrie de la place. Les matériaux sont un peu mieux adaptés que les premiers projets. On a une seule crainte, c'est le volume de la salle de spectacle qui va se trouver derrière. Que l'on voit à l'image, d'ailleurs en image de synthèse, c'est vrai que ça va être en bois, ça va peut-être... du béton, il y a là aussi la présence du vitrail, donc c'est un exercice intéressant. Et là aussi, il est important que le 21e siècle laisse une trace. Donc pour un équipement public tel que le siège du Conseil général, le contemporain ne doit pas faire peur. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas faire des bâtiments nouveaux sans penser à l'histoire, sans penser au vécu du lieu, et que c'est mieux compris? Oui, l'architecture se doit de s'intégrer dans un environnement. Donc l'environnement, c'est le patrimoine qui est autour, c'est les bâtiments, c'est la structure des rues. Donc tout ça est un élément important et on ne peut pas venir poser. C'était un petit peu un des problèmes du premier projet. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on venait poser ici un bel objet qui était un bel objet en soi, mais qui était complètement inadapté au site. Et là maintenant, il est plus dans le ton. Et maintenant, il est plus adapté. Il y a encore des fouilles. Philippe Riffaut, c'est votre domaine. Est-ce qu'on a encore des choses à découvrir? Est-ce que finalement, l'avenir va nous amener à nous replonger dans le passé? Peut-être on va encore découvrir des choses sur ce lieu? Bien sûr. Ouais. Bien sûr, je crois que c'est l'objet d'une fouille archéologique, c'est de mettre au jour des informations dont on ne dispose pas, faute de quoi on se demanderait pourquoi on fouille. Donc on va nécessairement trouver des informations plus ou moins importantes, mais qui vont venir à l'appui de celles que l'on connaît et qui vont peut-être aussi d'avoir une vision prospective sur le reste, sur l'environnement. En tout cas, c'est vrai que c'est une ville qui va changer. Ça va aussi avoir un impact sur votre parking, Eric Bure. Incontestablement. Puisque ça va peut-être amener Troyes à devenir une ville de congrès, amener encore plus de monde ici. C'est aussi ça l'intérêt, Jean-Pierre Géjaco, pour la ville? Effectivement, une ville, elle doit vivre pour ses habitants, pour les touristes et pour les visiteurs et tout ce qui va avec. Donc si on veut avoir une animation du commerce qui soit présent, forcément faire venir des gens de l'extérieur, c'est très important. Eh ben, je vous donne rendez-vous tous les 4 dans quelques années, allez, on va dire dans 2 ans, pour voir ce que ça donne, ce projet. On pourra se mettre un peu plus près du Conseil général. En tout cas, merci à tous, merci à chacun d'être venu sur ce plateau extraordinaire ici en plein cœur de Troyes, sous le soleil, c'est magnifique.
Un clin d'œil à la ville de Troyes pour les services techniques, à l'équipe technique de Canal 32, Fabien Gatineau et toute son équipe. On se retrouve prochainement pour un nouveau Zoom quartier ou un nouveau Zoom commune sur Canal 32. À très bientôt. Au revoir.